Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre sur ICI TV la dernière conférence du cycle des entretiens d'ici 2020-2021 consacrée aux voix de la révolte. J'évoquerai aujourd'hui la tragédie et l'exil des républicains espagnols, leur résistance également entre 1936 et 1945. L'histoire de cette tragédie des républicains espagnols commence en 1936, en juillet précisément, lorsque les 17 et 18 juillet se produit une insurrection de la part d'un certain nombre de militaires, d'officiers supérieurs au Maroc, puis dans la péninsule. Une insurrection militaire qui est une demi-surprise, puisque les militaires ont déjà tenté à une reprise en 1932 de renverser la jeune République espagnole. Une République espagnole, je le rappelle, qui est née de façon assez surprenante et dans l'allégresse générale en avril 1931. Sa proclamation a eu lieu le 14 avril. Et cette République qui a tenté de réformer en profondeur la société espagnole, avec une réforme agraire, avec une réforme militaire, avec une constitution laïque qui séparait pour la première fois l'Église de l'État, avec un programme social aussi très important, eh bien, cette République s'est heurtée à de nombreuses résistances. Les militaires opposés à la réforme militaire, mais aussi les grands propriétaires terriens hostiles à la réforme agraire et les grands intérêts de l'économie, de l'industrie en particulier, qui craignait une forme de collectivisation de la société espagnole à terme. Ce soulèvement militaire, donc, qui est illustré ici par la une du Figaro, eh bien, témoigne de cette volonté répétée de la part des militaires et des élites sociales en Espagne de mettre un terme à cette expérience démocratique. Le premier coup d'État en 1932 avait échoué très rapidement. Le second a davantage de succès et, comme on le voit sur cette carte, eh bien, les forces rebelles, comme on les appelle, eh bien, parviennent à s'imposer dans le nord de l'Espagne, dans ce qui est la Castille traditionnelle, la vieille Castille, et également dans la région de Séville, avec une difficulté majeure, celle de pouvoir faire la jonction entre les deux zones, en grisé ici, donc de l'insurrection. Ce qu'on observe dans le même temps, c'est que toutes les grandes agglomérations urbaines, Madrid, Barcelone, Bilbao restent entre les mains du gouvernement légal et également une très très grande partie des capacités agricoles, industrielles du pays. Franco, qui va prendre la tête de cette insurrection, puisqu'il est le principal chef de l'armée d'Afrique, va faire appel à des aides étrangères, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste en particulier, qui, après beaucoup de réticences, vont finir par mettre à la disposition de Franco un certain nombre d'avions militaires, d'avions de transport, qui vont lui permettre de transférer l'armée d'Afrique vers la péninsule. Le soulèvement militaire va évidemment, là où il réussit, provoquer un exode, premier exode des populations civiles. C'est le cas dans la région d'Irún, autour du Pays Basque, et on le voit ici sur cette image, eh bien, des populations civiles, des femmes et des enfants principalement, qui, sur des embarcations de pêche en grande partie, eh bien, vont être évacués vers la première ville française littorale proche, qu'est la ville d'Hendaye. Cette première phase de la guerre d'Espagne va se poursuivre par une extension de l'espace occupé par les forces rebelles. La jonction va pouvoir se faire à l'automne 1936 et grâce à l'appui d'Hitler et à l'appui de Mussolini, eh bien, cette armée d'Afrique va pouvoir faire sa jonction et menacer Madrid avec l'épisode célèbre de l'Alcazar de Tolède encerclé par les troupes républicaines et finalement libéré en septembre 1936 par les forces rebelles. Le gouvernement légal, le gouvernement de Front populaire, qui est arrivé au pouvoir en février 1936, va également faire appel à des puissances voisines, en l'occurrence à la France, le 20 juillet 1936, mais les divisions à l'intérieur du gouvernement français, entre radicaux et socialistes en particulier, eh bien, va créer de grandes difficultés internes et au final, comme chacun le sait, c'est la non-intervention qui sera proposée et finalement acceptée par les autres puissances européennes à partir de l'automne 1936.
Une aide secrète va être mise en place malgré tout parce que l'État français, Léon Blum, se rend compte que l'Allemagne et l'Italie interviennent directement dans les affaires espagnoles, si bien que la guerre civile devient très rapidement ce qu'on pourrait appeler la guerre d'Espagne, dès lors qu'elle s'internationalise. Et cette aide des puissances occidentales, en fait de la France essentiellement, les Britanniques restant totalement à l'écart de toute intervention, va se traduire par un premier soutien militaire clandestin. C'est ce que l'on va appeler la non-intervention relâchée. Cette aide va malheureusement être insuffisante et beaucoup plus faible que celle proposée par l'Axe, et si bien que les opérations militaires vont se multiplier de la part du camp franquiste, avec notamment l'épisode de la conquête du Pays Basque au printemps 1937 et l'épisode tragique de Guernica. Guernica, ville symbole pour le peuple, la nation espagnole et la nation basque en particulier. Guernica qui n'avait aucune vocation stratégique, mais il fallait la détruire pour affaiblir le moral de la population basque. Et les images que vous avez à l'écran témoignent des horreurs, des destructions commises contre ces populations, avec plus de 2000 morts. Et le journal Escudeia, qui est journal basque publié en France, peut s'émouvoir à juste titre de la destruction de cette ville symbole. Cette offensive menée contre le Pays basque va entraîner un deuxième déplacement de population, et d'autant plus que les grands centres urbains, ici à l'écran Madrid, est également victime de ces bombardements stratégiques, des bombardements de terreur inaugurés pendant la guerre d'Espagne, et qui seront hélas multipliés pendant la Seconde Guerre mondiale sur tous les fronts entre 1939 et 1945. L'expérience qui sera celle de Coventry en Angleterre en 1940 n'est que le prolongement de ce que l'on peut observer en Espagne. Et le mot d'ordre qui sera lancé par les autorités républicaines, ce sera évidemment d'évacuer Madrid. Le gouvernement lui-même quittera Madrid pour aller s'installer à Valence, puis en 1937 à Barcelone. Cette attaque contre le Pays basque et l'effondrement du Pays basque, de toute la région autour de Bilbao, qui passe entre les mains des nationalistes, des rebelles, au printemps 1937, va entraîner un deuxième exode de population vers la France. Près de 130 000 Espagnols franchissent la frontière, mais pour une très large part des militaires qui, repasseront la frontière en sens inverse pour aller combattre en Catalogne dans l'armée républicaine. Les enfants seront les premières catégories de population à être évacuées durablement depuis l'Espagne. Les enfants du Pays basque qui quitteront la région de Bilbao vers l'Angleterre, mais aussi vers la Russie. Et puis un certain nombre d'enfants, plusieurs centaines également, seront accueillis par le Mexique et par le président Lázaro Cárdenas, que l'on voit à l'écran ici avec les enfants. Le Mexique qui, en dehors de l'Union soviétique, sera le seul pays à apporter une assistance concrète et durable à la République espagnole. En 1938 s'ouvre la troisième phase de la guerre d'Espagne. Cette fois-ci, c'est tout le front d'Aragon qui succombe à l'avancée des troupes nationalistes. Et plus grave encore pour le camp républicain, tout le camp républicain se trouve divisé en deux, avec une Catalogne désormais isolée de Madrid et de ce qu'on appelle la zone centrale. Une zone centrale qui résiste encore et toujours à l'offensive des militaires rebelles grâce à l'aide apportée par l'Union soviétique, une aide qui est sonnante et trébuchante puisqu'elle se paye en or, l'or qui avait été accumulé par l'Espagne pendant de nombreuses années et qui pour l'essentiel a été transféré dans les coffres de la Banque d'État à Moscou. Cette troisième phase entraîne donc un troisième exode, aussi de même proportion, environ 100 000 hommes, des soldats pour une grande part, qui combattaient dans l'Aragon et qui se trouvent poussés vers la frontière française. Beaucoup d'entre eux reprendront le combat en suivant le même chemin, c'est-à-dire en franchissant à nouveau la frontière en sens inverse en Catalogne.
Malheureusement, la République espagnole va être incapable de résister à la poussée conjointe de l'armée nationaliste, une armée nationaliste qui disposait de peu de moyens au début de la guerre, mais qui a été très largement équipée par l'Allemagne et l'Italie, et puis bien entendu les corps d'armée particuliers qui dépendent de l'Allemagne et de l'Italie, la célèbre, trop célèbre entre guillemets, Légion Condor, des bombardiers pour l'essentiel, des avions de chasse, mais aussi des troupes au sol, ce qui est moins connu, des blindés qui viendront appuyer les forces rebelles. Et puis un corps de volontaires italiens très important, Corpo di Truppe Volontarie, le CTV, qui enverra près de 50 000 hommes en Espagne pour combattre aux côtés de Franco. L'inégalité des forces en présence, le blocus imposé aussi par le comité de non-intervention, qui fait que les armes ont beaucoup plus de mal à transiter en direction de l'Espagne. La décision prise aussi par le gouvernement français de fermer la frontière franco-espagnole, autrement dit tout le tracé pyrénéen en juin 1938, vont contribuer aussi très fortement à l'affaiblissement militaire de la République espagnole. Et dans une toute dernière phase, eh bien, en décembre 38, janvier 1939, eh bien, c'est toute la Catalogne qui va finir par succomber devant la poussée des troupes rebelles. Et la population républicaine va être contrainte de fuir vers la seule destination possible pour elle, pour échapper à la répression et au massacre de l'armée franquiste, c'est la frontière française. Et c'est à ce moment-là, au tout début de l'année 1939, que va se jouer cette scène tragique de l'exil républicain espagnol. Entre la fin janvier 1900 et le début ou la mi-février 1939, ce sont près de 500 000 Espagnols qui vont se presser aux frontières de la France et qui vont la franchir, 465 000 exactement. Si l'on ajoute les 50 à 60 000 Espagnols qui avaient déjà passé la frontière et qui s'étaient déjà installés comme réfugiés en France depuis 1936, on a donc un afflux de plus d'un demi-million d'Espagnols en France au début de l'année 1939, un chiffre colossal qui fait de cet exil républicain espagnol eh bien, le mouvement de population le plus important que l'histoire, que la France ait connue, en tout cas dans sa période contemporaine et à ma connaissance sur la très longue durée. Les Espagnols vont se presser donc à la frontière française. La plus grande partie va franchir la frontière sur le littoral, là où le passage est le plus facile. D'autres, comme on le voit ici sur cette image, eh bien, vont emprunter des routes plus difficiles de montagne, avec des moyens très multiples, à pied, des carrioles, des brouettes, et puis aussi des camions, on le voit, ceux qui ont été sauvés de l'armée républicaine ou des camions de transport, de commerce tels qu'ils étaient utilisés. Beaucoup d'Espagnols vont se presser à la frontière également aussi avec tout un équipage de brebis, de chèvres, de chevaux, et évidemment les militaires aussi avec leurs armements. Ceux qui vont passer la frontière dans un premier temps, à partir de la fin du mois de janvier, ce sont évidemment les civils. Il y aura beaucoup plus de réticence à faire entrer les militaires, mais finalement, pressés par l'armée franquiste qui menace de massacrer les militaires, eh bien, on acceptera de les laisser entrer, à condition bien sûr de déposer toutes leurs armes au passage de la frontière. Et l'on assiste donc à des scènes absolument invraisemblables, des scènes qui auraient pu être anticipées par le gouvernement français, puisque dès l'été 38, le gouvernement républicain s'était mis en contact avec l'État français en lui expliquant qu'un afflux massif de population espagnole était tout à fait possible en direction de la France. On estimait à 200 000 le passage de la frontière, 200 000 personnes, et l'État républicain espagnol était disposé à apporter son aide financière. L'État français a préféré faire de la sourde oreille et pas non plus écouter la voix des préfets, notamment son préfet des Pyrénées-Orientales.
Et le résultat, donc, c'est un afflux absolument massif de population qu'il va falloir gérer dans la précipitation, dans l'improvisation la plus totale. La plupart des réfugiés espagnols vont être acheminés sur les côtes du Roussillon, comme on le voit ici, à Argelès-sur-Mer, et dans des conditions d'extrême précarité, puisque ces républicains espagnols vont être massivement installés sur les plages, d'où l'expression les camps sur les plages, que Émile Temim et Geneviève Dreyfus-Armand, deux spécialistes éminents de la question, ont défini. Des populations qui sont simplement amenées, concentrées sur le sable, entourées de barbelés, sans sanitaire, sans baraquement ni hébergement, sans distribution d'eau, avec donc des conséquences en termes de mortalité importantes, sachant que le temps, en janvier-février, sur les côtes du Roussillon, n'est pas particulièrement clément à cette époque-là, avec des vents très violents et un froid très soutenu. Cette improvisation totale va amener à la création d'un certain nombre de camps, Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, le Barcarès, Agde également, qui va accueillir ce que l'on va appeler le camp des Catalans, même si d'autres populations viendront s'ajouter dans ces camps d'internement. Et petit à petit, va se construire tout un réseau de camps d'internement, de camps de concentration, selon l'expression utilisée à l'époque, y compris par le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut. Et c'est dans cette improvisation totale que les républicains espagnols vont être accueillis avec un sentiment de désespoir, un sentiment d'abandon de la part de ce pays, qui était une république sœur et qui avait été aussi le théâtre, le paysage d'un front populaire également. En 1938-1939, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Front populaire est déjà mort. Depuis qu'Édouard Daladier est revenu aux affaires en avril 1938, le Front populaire est bel et bien mort et enterré. Et ces républicains espagnols vont supporter un froid extrêmement intense, ces conditions extrêmement difficiles, jusqu'à ce qu'enfin, à partir du mois de mars, arrivent en kit des baraquements en bois que les républicains espagnols vont eux-mêmes construire dans les différents centres d'internement. Alors, contrairement à l'idée que l'on se fait souvent et qui peut aussi provenir un certain nombre d'images, comme le cliché que l'on a ici à l'écran, il n'y a dans ces camps improvisés, il n'y a pas uniquement des hommes, il y avait aussi des femmes et des enfants, comme on le voit sur ce cliché. Et il a fallu ensuite faire un tri des populations et ouvrir de nouveaux camps, de nouveaux centres d'internement spécifiques pour accueillir les femmes et les enfants. Ces camps vont être multipliés dans tout le sud-ouest de la France, car le gouvernement de Franco, avec lequel on a déjà conclu un accord depuis le mois, et il sera conclu avec la reconnaissance officielle en février 1939, les accords Beira-Jordana, exigeait que les républicains espagnols soient éloignés de la frontière franco-pyrénéenne. Et c'est ce qui explique que différents camps vont être construits dans les départements plus intérieurs, le Tarn-et-Garonne, en Ariège, en Lozère, le camp de Rieucros, dans les Pyrénées-Atlantiques, etc. Et dans le Tarn également. Ici, le camp de Sept-Fonds, dans le Tarn-et-Garonne, où l'on retrouve en arrière-plan les baraquements qui sont partout donc de même modèle. Et puis, il va y avoir aussi des camps plus durs, des camps disciplinaires. Ces camps disciplinaires vont être réservés aux militants les plus engagés. Beaucoup de républicains espagnols catalogués comme rouges, comme communistes, comme révolutionnaires. Le camp du Vernet d'Ariège va en être un des exemples, avec une espèce de communauté internationale que l'on va y retrouver, puisque un certain nombre de brigadistes également, d'origine allemande, autrichienne, italienne, vont être également internés avec les républicains espagnols, considérés comme les plus dangereux. Ce sera également le cas du camp de Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques, qui accueillera aussi des populations juives en 1940.
Comme on le voit, donc, la République française n'accueille pas les républicains espagnols avec enthousiasme ni avec bienveillance. Et cet accueil plus que mitigé s'explique à la fois par l'improvisation générale et puis aussi par les peurs suscitées par la propagande, la peur de l'étranger, la peur des indésirables qui avaient déjà été mis à l'index par les décrets-lois de 1938. Ces républicains espagnols, si nombreux, on va tenter, bien entendu, de les amener à rentrer en Espagne. On va le voir dans un autre document. Mais puisqu'on ne peut pas tous les renvoyer en Espagne, on va tenter aussi de les mettre au travail, de façon à ce qu'ils puissent contribuer à l'entretien général. Le calcul qui était fait par l'État français à la fin de l'année 1938 était que le coût général d'accueil, déjà pour les républicains espagnols, était de l'ordre de 80 millions de francs. Si l'on multiplie par 10 la population en janvier-février 1939, on a une idée des sommes qui auraient dû être engagées par l'État français. C'est dans ce contexte qu'en avril 1939 vont être créées ce qu'on va appeler les compagnies de travailleurs étrangers, ou CTE, des compagnies de travailleurs étrangers dans lesquelles on va retrouver effectivement des ressortissants de toutes les nationalités, mais les Espagnols sont tellement nombreux que parfois, eh bien, sur les cartes des travailleurs, il est inscrit compagnie de travailleurs espagnols. Et beaucoup de républicains espagnols avaient le sentiment, parce qu'ils dominaient et parfois de façon exclusive au sein de ces CTE, eh bien, il s'agissait de compagnies de travailleurs espagnols. Ces compagnies de travailleurs étrangers vont être mises au service de l'économie française parce qu'il s'agit de suppléer aussi l'absence des Français qui ont été mobilisés pour cette guerre. On est dans une période qui n'est pas encore la drôle de guerre, mais on est dans un moment déjà de première mobilisation des Français. Et évidemment, lorsque la guerre va éclater, les raisons de mobiliser ces compagnies de travailleurs étrangers et ces réfugiés espagnols sera d'autant plus importante. Ils vont être employés dans les mines, ils vont être employés dans l'agriculture, ils vont être employés dans très nombreux secteurs d'activité, secteur forestier aussi. Et puis certains seront engagés dans des régiments de volontaires pour consolider les fortifications de la ligne Maginot, comme on va avoir l'occasion d'y revenir. Cet État français qui ne voit pas d'un très bon œil, c'est le moins qu'on puisse dire, l'arrivée massive des républicains espagnols, eh bien, va s'efforcer de les convaincre de retourner chez eux. Et dans cette directive au préfet du 19 septembre 1939, eh bien, on note bien noir sur blanc eh bien, la volonté de l'État français de favoriser le rapatriement, d'abord de tous les enfants réfugiés, pour qu'on puisse les rendre à leur famille en Espagne, ceux qui ont accompagné les républicains dans leur exil, et puis aussi toutes les familles qui seraient désireuses, bien entendu, de rentrer au pays. En septembre 1939, la situation a aussi considérablement changé, puisque la France est désormais en guerre, et Franco n'hésitera pas, dans un courrier extrêmement enjôleur, de convaincre les Espagnols de rentrer au pays, s'ils n'ont pas de crimes ou de violence sur la conscience, dès lors que l'Espagne est neutre et qu'elle peut garantir la sécurité à venir des ressortissants espagnols. Si bien qu'à la fin de l'année 1939, il ne restera plus en France que 180 000 à 200 000 réfugiés espagnols. Ceux qui restent sont bien évidemment ceux qui étaient le plus engagés politiquement, syndicalement, militairement dans la cause républicaine et dont le retour en Espagne aurait signifié la mort immédiate ou à terme sous des mains des tortionnaires de l'armée franquiste. Car on doit le rappeler, ce que les militaires espagnols ont mis en œuvre dès 1936, et c'est le général Mola qui l'affirme lui-même, c'est bien une guerre d'extermination. Les républicains espagnols étaient désormais considérés comme non-espagnols, comme apatrides, vendus à une nation ennemie, et à ce titre devaient être traités, considérés comme de simples ennemis, et non plus comme des Espagnols. Dans les directives officielles qui vont être données aux préfectures, il va y avoir donc la volonté, à partir du moment aussi où les Français désormais sont plus que mobilisés et tous engagés dans cette drôle de guerre,
de faire appel plus encore aux républicains espagnols, ce qui signifie que les camps d'internement dont on parlait précédemment, camps de concentration officiellement, vont pratiquement se vider de tous leurs internés, à l'exception des blessés ou des hommes, des hommes invalides, des hommes âgés. Entre-temps, cette sortie des camps aura permis à un grand nombre de républicains espagnols de retrouver leur famille dont ils avaient été séparés et de trouver une activité professionnelle, c'est beaucoup dire, avec une indemnité de la Troisième République qui est de l'ordre de 50 centimes par jour. Cet exil républicain qui est menacé par un retour en Espagne, qui voit aussi poindre à l'horizon la menace d'une guerre européenne et peut-être l'effondrement militaire de la France, eh bien, va obliger les autorités républicaines réfugiées en France, en particulier Juan Negrín, que l'on voit ici en costume blanc à l'écran, qui était le président en exercice du gouvernement espagnol, et à côté de lui Indalecio Prieto, socialiste également, qui avait été ministre de la Défense, eh bien, d'organiser une réémigration des républicains espagnols, puisque les dirigeants politiques, les intellectuels, mais aussi tous ceux qui souhaitaient quitter la France, eh bien, devaient organiser un départ vers d'autres destinations. Le Mexique, la Dominique seront des destinations de prédilection. Encore une fois, le président Lázaro Cárdenas va accueillir assez largement ces républicains espagnols, avec, en dépit des dissensions qui opposent les deux personnages que l'on a à l'écran, Indalecio Prieto et Juan Negrín créeront deux organismes concurrents. Le premier, créé par le président en février 1939, le service d'évacuation des réfugiés espagnols, le CERE, et puis par Indalecio Prieto, la junte d'aide aux républicains espagnols. Ces deux organisations permettront à près de 15 000 républicains espagnols de rejoindre le Mexique entre 1939 et l'effondrement militaire de la France en mai-juin 1940. Beaucoup de républicains espagnols refuseront de quitter la France ou seront dans l'impossibilité de pouvoir le faire. C'est le cas en particulier de l'immense poète espagnol Antonio Machado, peut-être le plus grand poète espagnol de son temps et l'un des plus grands poètes contemporains, qui meurt d'épuisement, qui meurt de chagrin à Collioure, où il est enterré. On le voit ici sur son lit de mort, couvert du drapeau républicain. C'est le désespoir de cette mort fratricide, de cet effondrement de l'Espagne, qui sera pour une large part à l'origine de sa mort. Pour beaucoup d'autres républicains espagnols, cette guerre mondiale qui débute, cela va signifier un engagement très actif et souvent contraint de la part de l'État français dans l'armée. Combien d'engagements volontaires, entre guillemets, seront forcés pour intégrer la Légion, et surtout les régiments de marche de volontaires étrangers, les RMVE, dont on voit ici un certain nombre d'Espagnols associés aux compagnies de travailleurs étrangers qui seront amenés à travailler sur la consolidation de la ligne Maginot et qui seront parmi les premiers prisonniers des troupes allemandes lors de l'invasion du nord de la France. Beaucoup d'Espagnols vont continuer à se battre dans les rangs de l'armée française. Certains continueront même de participer à des affrontements après la signature de l'armistice, le 22 juin 1940. Les combats ne s'achèveront définitivement que le 25 juin 1940. Pour ces républicains espagnols, ça va être une tragédie dans la tragédie, puisque ces républicains espagnols, prisonniers de la Wehrmacht et de la Gestapo, seront, comme les autres prisonniers français, internés dans des camps dans le nord de la France, mais évidemment, leur sort va être directement lié à la décision, à la volonté de Franco de les rapatrier en Espagne.
Franco, pour sa part, va s'adresser aux Allemands en leur disant « Eh bien, vous pouvez faire d'eux ce que vous voulez ». Et l'État allemand va l'entendre de cette façon. Près de 9000 républicains espagnols seront déportés vers l'Allemagne jusqu'au début de l'année 1941, essentiellement dans le camp de Mauthausen en Autriche et dans les camps attenants autour de Mauthausen, à Gusen en particulier. Un internement qui va entraîner une mortalité terrible parmi les internés, puisque la politique du camp de Mauthausen, c'était l'extermination par le travail, un travail forcé, accompagné de mauvais traitements, d'exécutions sommaires sans explication de la part des gardes SS. Une alimentation extrêmement médiocre, c'est le moins qu'on puisse dire. De cette période, on a gardé un témoignage extraordinaire et très précieux, qui est celui de Francisco Boix, que vous avez à l'écran avec son appareil photo en bandoulière. Francisco Boix était un très jeune homme, très jeune républicain espagnol engagé aux côtés de l'armée républicaine. Il a une vingtaine d'années quand il est déporté à Mauthausen. Et parce qu'il parle un peu l'allemand, il l'a un peu étudié, parce qu'il est photographe de formation, eh bien, il va se mettre au service des autorités allemandes du camp, développer les photos prises par les nazis eux-mêmes, et puis réaliser aussi un certain nombre de photos, comme des photos anthropométriques que l'on voit ici à droite sur l'image. Et il va accumuler une documentation photographique extraordinaire qu'il va parvenir à dissimuler, à cacher avec l'aide de très nombreux internés. Et à la libération du camp, eh bien, tous ces documents seront retrouvés. Il faut le préciser aussi grâce à l'aide d'une dame âgée allemande, anti-nazie, qui va dissimuler ces documents dans le mur de son jardin. Tous ces documents seront apportés à Nuremberg. Lui-même, Francisco Boix, témoignera au congrès de Nuremberg contre les dirigeants nazis, ceux du camp, mais aussi tous ceux qu'il a pu prendre en photo, à commencer par Kaltenbrunner ou Himmler, qui étaient présents à de nombreuses reprises dans le camp dans les années 41-45, 45 années de libération pour les internés de ce camp. Les conditions de travail vont être absolument épouvantables. Les déportés, en très grande majorité des républicains espagnols, vont devoir construire un escalier en granit pour relier la carrière au camp. C'est ce que l'on va appeler l'escalier de la mort, que vous avez en image sur la gauche, qui est parcouru pendant des heures et des heures tous les jours de la semaine et de l'année par des hommes qui portent des blocs de pierre énormes sur les épaules. Et comme vous le voyez sur l'image de droite, eh bien, les conditions de vie épouvantables au camp de concentration de Mauthausen sont celles que l'on retrouve malheureusement dans tous les autres camps de concentration, à Auschwitz ou Dachau ou Sachsenhausen. Parmi les républicains espagnols réfugiés en France, je l'ai dit, un certain nombre vont refuser de réimmigrer, de partir vers l'Amérique latine. Antonio Machado meurt d'épuisement au moment même où ses services d'aide aux républicains espagnols se mettent en place. D'autres, c'est le cas de Luis Companys, qui a été président de la Generalitat de Catalogne, qui est fait prisonnier alors qu'il résidait dans la région de La Baule, sur la côte atlantique, une zone qui va dépendre directement de l'État allemand, puisqu'il est en zone occupée. Et Luis Companys sera arrêté par des agents espagnols, aidés de la Gestapo, directement livré à Franco, et au terme d'un procès qui n'a de nom de réalité que le nom qu'on lui donne, eh bien, sera torturé, condamné à mort, et on le voit sur cette image d'archive, amené à son lieu d'exécution dans la forteresse de Montjuïc, où il décède le 15 octobre 1940. Manuel Azaña, qui est un homme admirable, un des grands hommes de la République espagnole, qui a été président du Conseil de 1931 à 1933,
puis président de la République de 1936 à 1939, grand intellectuel et grand écrivain aussi. Lui a la chance de trouver refuge en zone sud, à Montauban, mais la France de Vichy va menacer directement son existence également. Il bénéficiera heureusement de la protection du consul du Mexique et lui aussi très âgé, épuisé, désespéré par cette guerre civile, eh bien, s'éteindra en novembre 1940 à Montauban, peu de temps vraisemblablement avant d'avoir été arrêté par les agents franquistes aidés de la police française. Il échappera de peu donc au sort qui avait été réservé à Luis Campins. La République française étant morte avec le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, les 10 et 11 juillet 1940, c'est l'État français qui se met en place, et l'État français va se trouver dans une situation tout à fait identique à celle de la Troisième République finissante, à savoir un problème de main-d'œuvre considérable. Si la Troisième République avait des problèmes de main-d'œuvre, comme on l'a évoqué tout à l'heure, parce qu'un très grand nombre des millions de Français étaient mobilisés, eh bien désormais, ils sont prisonniers de guerre. 2 millions de Français sont dans les stalags et oflags en Allemagne. Il faut trouver donc un moyen de suppléer à l'absence de la main-d'œuvre française. Et surtout à un moment, l'été qui arrive, qui nécessite évidemment beaucoup de main-d'œuvre pour les moissons dans les campagnes. Le gouvernement du maréchal Pétain va donc trouver très utile, très expédient de reprendre en fait, à peu de choses près, le système instauré par la Troisième République. Ces compagnies de travailleurs étrangers vont être remplacées par des groupes ou groupements de travailleurs étrangers. On va donc réinstaurer le travail forcé des républicains espagnols. Des républicains espagnols qui, entre-temps, ceux qui étaient restés en France, eh bien, vont retourner immédiatement, dès juillet 1940, dans les camps pour en ressortir quelques mois plus tard, lorsque se mettent en place précisément ces groupes ou groupements de travailleurs étrangers. De la même façon que pour les CTE, et vous le voyez avec ces statistiques établies en 1942, eh bien, les Espagnols sont dans les GTE très, très majoritaires, 30 000 sur près de 35 000 ressortissants étrangers engagés dans les groupements de travailleurs étrangers, de sorte que, une fois encore, les Espagnols sont convaincus qu'il s'agit de groupements de travailleurs espagnols. L'encadrement des GTE est beaucoup plus dur, beaucoup plus strict que dans les CTE. C'est un encadrement militaire. Là où l'État républicain octroyait 50 centimes de dédommagement journalier, l'État français ne donne rien. Et donc, il va y avoir une mise au travail forcé des républicains espagnols dans de très très nombreux secteurs d'activité, dans l'agriculture, dans des chantiers de construction ou d'amélioration comme des barrages, dans les travaux forestiers, soit encadrés par les militaires, soit laissés sous la garde des entrepreneurs, des entreprises agricoles en grande partie. Mais l'important aussi, ce qui est tout à fait notable à partir de 1941, c'est que l'État allemand, lui aussi, va avoir besoin de main-d'œuvre supplémentaire dans le cadre de l'organisation Todt, puisque l'organisation Todt, qui est chargée des grands chantiers en Allemagne, qui avait été à l'origine du grand projet autoroutier, et que l'on va retrouver en France dans à la fois l'organisation des communications, dans l'affichage des panneaux routiers. On va retrouver aussi l'organisation Todt dans la construction de très importants chantiers, et notamment le chantier du mur de l'Atlantique, qui sera la grande protection érigée par l'État nazi à partir du début de l'année 1941, en prévision de la grande offensive contre l'Union soviétique. Cette organisation Todt
va donc entrer en concurrence directe avec l'État français de Vichy pour cette main-d'œuvre républicaine et offrir, y compris, des contrats de travail très intéressants avec des salaires très substantiels pour l'époque et pour des internés de l'ordre de 2 francs par jour, qui va attirer un certain nombre de républicains espagnols qui vont décider de signer des engagements auprès d'agents de l'organisation Todt qui sillonnent les camps d'internement du sud de la France en particulier. Une précision cependant, les GTE, comme les CTE précédemment, sont créés dans tous les départements français. Ils couvrent l'ensemble du territoire national et ça a une très grande importance de le souligner ici. J'y reviendrai quand j'évoquerai la résistance des républicains espagnols. Dans certains départements plus éloignés, il peut y avoir 1 ou 2 groupements de travailleurs étrangers. Dans d'autres, où la présence espagnole était très importante, c'est le cas du Gard, c'est le cas de l'Hérault, c'est le cas du Gers, c'est le cas de la Haute-Garonne, il peut y avoir jusqu'à 3 GTE dans un même département. Ces GTE vont être donc très largement sollicités par l'autorité allemande pour ces grands projets liés au mur de l'Atlantique et notamment la construction des grandes bases sous-marines qui vont être construites à Lorient, à Brest, à Saint-Nazaire, à Royan, à La Rochelle, hein, la grande base de la Palisse, et puis également à Bordeaux, Mérignac, des bunkers, des abris gigantesques qui subsistent encore, hein, qui sont encore dans le paysage de ces villes, comme on le voit à l'écran avec la base sous-marine des U-boats à Lorient-Kéroman. Ces chantiers gigantesques donc, font faire appel à une main-d'œuvre très nombreuse, pas uniquement espagnole, bien évidemment, mais cette concurrence avec l'État de Vichy va susciter évidemment beaucoup de tensions aussi avec Berlin, et ce d'autant plus que ces nécessités, ces besoins de main-d'œuvre ne vont cesser de croître après 1941, après l'engagement de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique, après l'opération Barbarossa du 22 janvier 1941. Pour beaucoup de républicains espagnols engagés dans l'organisation Todt, il va y avoir une très grande déception, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque les promesses faites par les Allemands ne vont pas correspondre à la réalité. Les cadences de travail sont infernales, jusqu'à 15 heures de travail par jour. Les mauvais traitements sont aussi très fréquents. Et un certain nombre de républicains espagnols décideront de s'évader de ces chantiers de l'organisation Todt pour revenir dans leur lieu de travail précédent, particulièrement dans des exploitations agricoles ou des chantiers forestiers qui étaient isolés des villes et où ils pouvaient assez facilement échapper à la surveillance militaire ou à la surveillance policière. Ces GTE, qui se sont constitués à travers tout le pays, vont devenir des lieux essentiels dans l'organisation de la résistance intérieure. Pour ces républicains espagnols, réfugiés en France, il y a une conscience parfaitement claire. Cette conscience, c'est que le combat antifasciste n'a pas cessé avec la fin de la guerre d'Espagne. Le combat antifasciste se poursuit partout où c'est possible, et en France, et en Allemagne, et partout où leur présence l'exige et où le combat est possible. Et ces GTE, qui sont souvent isolés, comme je l'ai dit, des chantiers forestiers, des chantiers de barrages, vont être des lieux parfaitement adaptés à l'organisation de mouvements clandestins. D'abord pour que les républicains espagnols engagés dans ces GTE, qui sont pour un grand nombre des militants, militants communistes, militants socialistes, militants anarchistes, militants républicains aussi, plus modérés, va leur permettre de constituer de véritables maquis, des organisations. Cette importance des GTE, elle est d'autant plus forte que tous ces républicains espagnols ont une expérience du combat, ont une expérience de la guerre très concrète. Ils ont été engagés pendant 3 ans dans une guerre et cette expérience militaire, ils la mettront au service des mouvements de la résistance intérieure dès 1941 et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi les groupes de résistance qui se constituent, il y a avant tout les groupes de guérilleros espagnols, des groupes de guérilleros espagnols qui profitent
des facilités offertes par les GTE, par leur isolement géographique, pour monter des formations militaires, pour une bonne part communistes, organisées autour de la résistance communiste, mais aussi qui intègrent des mouvements français, des forces françaises de l'intérieur. C'est le cas, par exemple, de Tomás Guerrero Ortega, de son nom de combat Camilo, qui a été blessé pendant la guerre d'Espagne, qui a même perdu une jambe. Si l'on est attentif à l'image, il y a sa béquille qui est sur le devant du véhicule. On le voit ici pilotant cette voiture, cette traction avant, qui appartient à la 35e brigade, mixte du nom de Marcel Langer, qui a pris le nom de Marcel Langer après l'exécution de ce chef de la résistance toulousaine, décapité par l'État vichysois à la prison Saint-Jean à Toulouse. Et cette 35e brigade travaille main dans la main avec le bataillon d'Armagnac, des forces françaises de l'intérieur, qui appartiennent à l'armée secrète et qui va contribuer très fortement à la libération du département du Gers et puis ensuite de la région toulousaine. Cette résistance est particulièrement active dans le sud-ouest, mais l'existence de GTE dans tous les départements fait qu'on a des guérilleros espagnols aussi bien en Dordogne que dans les Bouches-du-Rhône, en Bretagne également, autour de Rennes. Et également à Paris, puisque l'une des grandes formations de l'armée secrète était liée au FTP, aux francs-tireurs et partisans, ce qu'on appelle la MOI, ou la main-d'œuvre immigrée, MOI, qui est connue des Français par l'affiche rouge, par son chef, Manouchian, un groupe d'action directe qui avait dans ses rangs des juifs polonais, juifs hongrois, mais aussi des Espagnols républicains engagés donc dans l'élimination d'officiers ou de soldats de l'armée allemande et de collaborateurs notoires. Et donc ces groupes de guérilleros, cette résistance espagnole plus globalement, soit aux côtés de FFI, soit dans le cadre d'une organisation typiquement espagnole, la UNE, l'Union nationale espagnole, va participer donc très activement à la libération de la France. Près de 10 000 hommes vont combattre aux côtés des forces françaises de l'intérieur. Cette résistance, ce combat des résistants espagnols va aussi se solder par des pertes considérables, des pertes comme celles que l'on observe ici dans le Gers à Castelnau-sur-Lovignon, lorsque dans le mouvement de libération du département, eh bien, des combats d'arrière-garde vont avoir lieu et qui vont opposer les soldats de la Wehrmacht aux résistants espagnols et qui vont le payer donc de leur vie dans ces combats de juin 1944. D'autres républicains espagnols ont combattu, non pas dans les forces françaises de l'intérieur, mais dans les forces françaises libres. Ces républicains espagnols qui avaient été envoyés dans les camps eh bien, ont été également expédiés au Maroc, en Algérie, dans d'autres camps de travail forcé extrêmement durs, comme à Djelfa en particulier. Et ces républicains espagnols, après le débarquement allié en Normandie, eh bien, vont être amenés à rejoindre, de gré ou de force, des régiments de marche, comme celui du Tchad, qui va être l'une des composantes de la 2e division blindée créée par le général Leclerc. Et donc, des centaines de républicains espagnols vont participer très activement au combat de la 2e DB, d'abord acheminés jusqu'en Tunisie, puis jusqu'au Maroc à Casablanca, où les troupes de la 2e DB vont être embarquées jusqu'en Angleterre pour être préparées et participer au débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Très rapidement, ces troupes de la 2e DB vont aussi participer, comme vous le savez, à la demande du général de Gaulle, à l'appui des Parisiens dans leur soulèvement, dans leur insurrection en août 1944. Pour les autorités anglo-saxonnes, la priorité était l'effondrement de l'État nazi. Par conséquent, on était assez peu disposé à permettre un détour vers la capitale.
mais en définitive, De Gaulle obtient cette possibilité et une partie de la 2e DB, la 9e compagnie du régiment de marche, va pouvoir entrer dans Paris en août 1944 pour venir appuyer les résistants parisiens. Ces républicains espagnols vont jouer un rôle très important puisqu'ils composent l'essentiel de ce que l'on va appeler la Nueve, cette 9e compagnie, 146 hommes sur 160 commandants, commandés par un Français, l'officier Dronne. Et ces républicains espagnols vont être célébrés, vont être reconnus par le général de Gaulle comme une composante majeure de la libération de Paris et présider d'ailleurs, comme on le voit sur l'image, le défilé du 25 août 1944. Ce que l'on voit moins, c'est évidemment aussi le rôle très important qui a été celui de ces républicains espagnols, de ces half-tracks, dans la protection du général de Gaulle lorsqu'il défile sur les Champs-Élysées. Une reconnaissance qui sera estompée très rapidement par le mythe résistentialiste que l'on voit d'ailleurs à l'œuvre dans le discours du général de Gaulle à l'Hôtel de Ville, puisque la présence étrangère est à peine esquissée. Et dans les journaux français, le lendemain, ce ne sont pas les half-tracks qui portent des noms commémorant des faits espagnols, Guernica, celui que vous avez à l'écran, ou Guadalajara, Brunete, Madrid, Quijote, Don Quichotte, mais ce sont des chars blindés comme Romilly, par exemple, qui étaient, eux, commandés par des soldats français. Donc pendant de très nombreuses années, cette participation des étrangers à la libération du territoire, et ici à la libération de Paris, sera estompée, sera oubliée, pour ne pas dire effacée, de la mémoire collective pour des raisons que l'on peut comprendre. Cette reconnaissance du général de Gaulle à la résistance et à la résistance espagnole va se traduire par quelques éléments, par quelques décorations, par la reconnaissance de leur participation au combat, comme la plaque commémorative apposée à Toulouse lors de la venue du général de Gaulle le 17 septembre 1944. Guerriero espagnol, je salue en toi tes vaillants compatriotes pour votre courage par le sang versé, pour la liberté et pour la France, par tes souffrances, et il me semble important de souligner cette formule, tu es un héros espagnol et français. Cette reconnaissance de la France vis-à-vis de la participation des républicains espagnols aurait dû se poursuivre, et c'était le cas en théorie, par un appui donné aux républicains espagnols dans la libération de l'Espagne franquiste. Car pour les républicains espagnols, à l'été 1944, il va de soi, ou il semble évident que le combat est gagné en France, mais que le combat doit se poursuivre désormais en Espagne, là où domine encore la dictature du général Franco. Pour les autorités françaises, c'est plus compliqué, car à l'été 1944, on peut rappeler que le général de Gaulle n'est pas reconnu officiellement par ni les Britanniques ni les Américains, et encore moins Roosevelt, qui déteste le général de Gaulle, que donc l'autorité du général de Gaulle en tant que chef de la France, chef du gouvernement provisoire, n'est pas encore actée, et la France ne dispose pas de moyens militaires qui lui permettraient de faire face à une contre-offensive de l'armée espagnole, par exemple, si les Espagnols venaient à combattre ou à s'opposer à cette opération menée par les guérilleros espagnols. Cette opération va s'intituler Reconquête de l'Espagne, Reconquista de España. Elle est portée par le Parti communiste espagnol, qui lui-même a sans doute des ordres venant de Moscou. Staline est en train de préparer la phase finale de libération de l'Europe, avec ou sans guillemets, de la prise de Berlin qui se prépare. Et pour ce faire, il a besoin aussi, dans la perspective de la fin du conflit, de disposer d'un certain nombre d'atouts face aux anglo-saxons. Et une intervention qui permettrait de renverser la dictature de Franco en Espagne pourrait être parfaitement bienvenue. C'est donc avec le soutien du Parti communiste espagnol que les guérilleros républicains vont être confortés dans l'idée qu'ils peuvent mener une opération militaire en Espagne, et tout précisément dans le Val d'Aran, qui est cette zone frontalière de l'autre côté des Pyrénées, des vallées très montagneuses, très escarpées, avec peu de villages sur des voies de communication qui sont aussi très limitées et qui permettent une avancée assez linéaire, je dirais, dans le territoire espagnol.
Ces guérilleros vont être trompés néanmoins, trompés de deux manières différentes. Trompés dans l'espoir que la France et que les puissances occidentales appuieraient leur mouvement de libération de l'Espagne. Personne n'est disposé à leur offrir le matériel militaire dont ils auraient besoin, en particulier matériel lourd, artillerie, blindés, sans parler d'un appui aérien. Des alliés qui sont déjà en discussion, il faut le préciser, avec le régime de Franco. Franco qui lui-même dépend très étroitement des Américains et des Britanniques dans l'approvisionnement de l'Espagne, en blé, en viande, en carburant surtout, et qui est disposé à faire profil bas pour rester au pouvoir. Et Churchill semble comprendre à partir de l'été 1944 que ce serait dans l'intérêt bien compris des anglo-saxons de conserver Franco à la tête du pays. Trompé également par le soutien attendu de la part du général de Gaulle, qui, comme je l'ai dit, eh bien, ne dispose pas encore de l'autorité suffisante pour pouvoir permettre ou appuyer ce mouvement des guérilleros espagnols. C'est donc comptant sur leurs propres forces que plusieurs milliers d'entre eux, près de 5000 hommes, vont se lancer dans la pénétration du Val d'Aran, dans l'espoir aussi, et c'est peut-être un autre aspect de cette tromperie d'une certaine manière, le fait que le Parti communiste espagnol avait annoncé une libération fracassante, une libération facile, avec un accueil enthousiaste des Espagnols devant les guérilleros espagnols. Ça n'est pas du tout ce qui va se produire, ce sera tout le contraire. Dans le meilleur des cas, une indifférence de la part des populations, et dans un certain nombre de cas, des Espagnols vont aussi prendre les armes, des militants phalangistes, pour s'opposer aux guérilleros espagnols. Coincés par les forces franquistes qui vont très vite se mobiliser, une armée de 10 000 hommes, les républicains espagnols n'auront pas d'autre recours que de rebrousser chemin, de revenir en France, parfois en errant dans les montagnes, dans des zones extrêmement enneigées, et certains ne repasseront la frontière en direction de la France qu'en novembre ou décembre même 1944, pour être accueillis de façon extrêmement malheureuse par le Parti communiste espagnol, qui va reprendre la vulgate stalinienne, les accusant de trahison. Vous auriez dû rester en Espagne et combattre. Et ils seront, pour la plupart d'entre eux, radiés d'ailleurs du Parti communiste espagnol après enquête interne du parti. Ces républicains espagnols vont néanmoins poursuivre le combat, et le poursuivre jusqu'à la fin ultime de la guerre, jusqu'en mai 1945. Un certain nombre des guérilleros dont j'ai parlé à l'instant, qui avaient participé à l'opération du Val d'Aran, ou d'autres qui n'y avaient pas souhaité s'y associer, considérant que c'était une opération plus que risquée, pour ne pas dire suicidaire, vont participer au dernier combat pour la libération de la France, à Royan, à Saint-Nazaire, et combattre pratiquement jusqu'au moment de la capitulation allemande, et même au-delà, puisque les derniers combats se terminent les 10 et 11 mai 1945. D'autres, au sein de la 2e DB, poursuivront leur avancée dans le territoire allemand pour rejoindre, étape ultime, Berchtesgaden et le Berghof, la résidence personnelle d'Hitler, qui sera occupée par ces éléments de la 2e DB, ces éléments de la Nueve, de première et deuxième section, ou plus précisément par ceux qui ont survécu à tous les combats en Allemagne. Ils ne sont plus que 16 à avoir survécu à tous ces combats, et qui, on le voit, pourront exhiber un certain nombre de vestiges de la résidence du Führer. Dans un moment exact, le 5 mai 1945 aussi, d'autres républicains espagnols vont accueillir les Américains au moment de la libération du camp de Mauthausen. Des Espagnols qui seront amenés à refaire la scène d'accueil des Américains en affichant une magnifique banderole à l'entrée du camp de Mauthausen. Les Espagnols antifascistes saluent les forces libératrices. Pour l'anecdote, une semaine était à peine passée qu'une première cellule du Parti communiste espagnol tenait réunion au sein du camp de Mauthausen, avant d'être rapatriés vers la France. Ces soldats républicains de Mauthausen
recevront un accueil aussi méprisable de la part du Parti communiste espagnol. Comme Staline, il considérera, le Parti communiste espagnol, que tous ceux qui ont survécu à la guerre, qui ne sont pas morts au combat, sont des traîtres, qu'ils ont failli, et ils seront aussi exclus du Parti communiste espagnol. Staline fera bien pire, puisque les Russes du camp de Mauthausen seront rapatriés en Russie pour être envoyés immédiatement dans les goulags. Cette Seconde Guerre mondiale va se terminer donc avec un retour à la normale pour la plupart des républicains espagnols. Pour beaucoup d'entre eux, le retour en Espagne est désormais impossible. Et ce qui avait été un exode en 1939 et qui s'est transformé en exil, on l'espérait peu durable, va devenir un exil définitif. Une génération, 2 générations, 3 générations d'Espagnols vont s'établir durablement en France, s'intégrer parfaitement à la société, donner à la société française des cadres dans tous les secteurs d'activité, commerce, industrie, ingénierie, enseignement, et aussi dans la fonction politique. Beaucoup d'élus aujourd'hui de la République française sont des descendants de républicains espagnols. Et ils n'attendront plus à ce moment-là, notamment les générations plus âgées, qu'un seul moment, la disparition de Franco, du dictateur en Espagne, qui mourra malheureusement, je dirais, de sa belle mort en novembre 1975. Dès lors s'ouvrira une nouvelle page avec le retour de la démocratie en Espagne en 1977, avec les premières élections. Et ce retour de la démocratie permettra à nombre de républicains espagnols de renouer avec leur patrie d'origine, avec l'Espagne. Et c'est ainsi que se sont nouées des relations tout à fait privilégiées entre la France et l'Espagne, grâce à ces réfugiés espagnols si nombreux après 1945. Je vous remercie pour votre attention.